Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier Simon Renaud et l'ESAT d'Amiens pour l'invitation à cette conférence. Je m'appelle Estelle Harry, je suis designer et je vais aujourd'hui vous parler de design fiction. Alors, le design fiction, ou qu'on peut connaître aussi sous le nom de design spéculatif, c'est une pratique que j'ai découvert il y a 8 ans environ, au travers d'une conférence donnée par Anthony Dune au LIFT 2013. À l'époque, c'est vraiment une conférence qui m'a beaucoup parlé et marqué parce que je venais tout juste de terminer ma licence et je m'interrogeais en fait sur ce que j'avais pu apprendre au cours de ces 3 années d'études, donc ce que j'avais pu apprendre sur le design et notamment sur ces approches très appliquées et quelque peu mercantiles en fait pour lesquelles on m'avait formé. Par la suite, j'ai poursuivi un master à la Haute École d'Art et de Design de Zurich où je me suis intéressée à l'implication des publics dans des projets de design fiction ou de design spéculatif. Et c'est un travail en fait qui a abouti à la création du studio Design Friction qui a été cofondé avec Bastien Kerspern. Aujourd'hui en particulier, je vous parlerai de comment une approche de design fiction permet d'appréhender et de questionner la complexité technique et ses imbrications sociales, culturelles, politiques et économiques au travers de plusieurs projets. Le focus sur les intelligences artificielles se fera par le prisme de leur déploiement dans le quotidien au travers de futurs possibles. Alors pour commencer, j'aimerais remettre dans son contexte un peu historique l'approche du design fiction ou du design spéculatif. Le design spéculatif ou le design fiction font tous les deux partie d'une famille plus large de design qui s'appelle le design critique, qui est une pratique en fait qui s'est clairement construite en réaction aux approches plus commerciales et industrielles du design. Alors, cette critique de la société de consommation, en fait, on l'a vu apparaître à partir des années 60-70 dans le domaine de l'architecture. Alors, ce que vous voyez au niveau des slides, ce sont des productions de deux studios, l'un qui s'appelle Super Studio, pardon, et là c'est un des exemples présentés lors de l'exposition Super Architectura, qui était clairement là pour questionner, je cite, la surproduction, la surconsommation, la surinvitation à l'achat et à questionner en fait, ce questionnement se faisait au travers de toutes les icônes des excès, comme par exemple celui du supermarché. Et le deuxième exemple que vous avez à l'écran, c'est un projet du groupe d'architectes Archigram, qui ont fait un certain nombre de travaux autour de concepts de villes mobiles et de mégastructures provocantes. Alors, ces approches qui sont nées, on va dire, au niveau de l'architecture, elles se formalisent pour le design dans les années 2000 au travers de deux publications par Dune and Raby, qui invitent à concevoir par le design des artefacts qui n'ont pas vocation à finir sur le marché, mais plutôt à porter un regard critique et décalé sur nos usages et modes de consommation. Alors, sous la désignation de design critique se trouve en réalité un ensemble de pratiques de design. Certaines, comme le design fiction ou le design spéculatif, qu'on va creuser un peu plus après, vont utiliser la projection dans des futurs possibles en utilisant comme base de spéculation les fameuses phrases et si quelque chose se produisait, pour interroger les présents. Vous voyez à l'écran un projet qui est justement un projet de design spéculatif qui s'appelle The United Micro Kingdoms par Dune Rabi, qui est une exploration des modèles sociétaux et énergétiques que pourrait prendre la société britannique. Et en fait, cette exploration est illustrée ou représentée au travers des moyens de transport qui se développeraient dans chacune de ces sociétés. Donc là, vous avez l'exemple des Digitarians, qui est une société ultra-libérale. Euh, et en fait, ce type de société donnerait lieu à une flotte en fait, de véhicules autonomes qui seraient attribués et qui circuleraient en fait dans la ville en fonction, on va dire, de la richesse de la personne oui, en fait, de la personne étant dans le véhicule.
D'autres formes de design critique, comme le design agnostique ou adversarial, s'ancrent dans des réalités politiques et sociales actuelles et se posent en adversaire à certains phénomènes et situations qu'elles dénoncent. Comme exemple, vous avez le projet Million Dollar Box par le Center for Spatial Research, qui est un projet de data visualisation et qui représente en fait les quartiers desquels proviennent majoritairement les personnes incarcérées aux États-Unis, ainsi que les flux prison-ville et ville-prison. Alors, ce travail dénonce l'enfermement de ces quartiers dans un cadre de justice criminelle par les autorités publiques notamment. Autorités en fait qui dépensent énormément d'argent dans cette optique au détriment d'autres secteurs comme l'éducation, la santé ou le logement, alors qu'il permettrait d'améliorer les conditions de vie des personnes résidant dans ces quartiers et normalement ou logiquement devrait diminuer aussi le taux de criminalité. Donc là on a un projet en fait qui dénonce très visuellement cette inégalité sociale. De façon générale, les designs critiques reposent sur deux principes. Trouver et formuler des problèmes, donc ça c'est le premier principe, et le second c'est de questionner le statu quo. Alors les designs critiques ne perdent pas dans le même paradigme que le design de service ou le design industriel, qui sont on va dire des pratiques affirmatives de design. Ici, avec les designs critiques, on ne cherche pas à résoudre des problèmes, mais plutôt à mobiliser les codes et les outils du design pour aider à identifier des problématiques complexes et contribuer à leur compréhension. Si je formule ça autrement, l'idée c'est que les designs critiques n'ont pas l'ambition d'apporter des réponses, mais bien de poser des questions. En ce sens, une production de design critique ou adversariel contribue à révéler l'invisible. Révéler toutes les situations d'hégémonie, les impensés, les interdépendances plus ou moins saines et souhaitables qui existent dans notre société ou qui pourraient exister en fonction de son évolution. Ce travail de révélation, ça permet d'enquêter sur le présent tel qu'il est, sur les alternatives possibles. Et clairement, l'intention du designer critique, c'est de mettre au défi le statu quo, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui est considéré comme acquis en termes on va dire, de politique, de normes sociales, etc. etc. Typiquement, les designs critiques vont viser à interroger les influences, les dépendances et les mythes qui nous maintiennent dans une situation de fait et dont la préférabilité peut être remise en question. Ces pratiques peuvent être considérées en fait comme des formes politisées du design. Alors, dans le cas spécifique du design fiction ou du design spéculatif, l'approche critique se traduit généralement par l'exploration de futurs, allant du probable au possible et en passant par le plausible. Ces explorations produisent des visions fictionnelles qui visent, entre autres, à définir une sorte de futur préférable, c'est-à-dire des futurs où il ferait bon à vivre ensemble, sans pour autant répliquer les visions aseptisées proposées par de grands groupes, à l'image des Future Visions de Microsoft, qui donnent à voir un futur particulièrement fade. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un aperçu un peu plus clair de ce dont je parle, je vous invite à aller voir sur YouTube par exemple. Ces vidéos, vous pouvez les trouver très très facilement. Et ce type de futur et la façon dont c'est illustré, c'est ce que le futuriste Scott Smith a appelé les flat pack futures, donc, qui sont en fait des perspectives très aseptisées et polissées du futur, polissées aux deux sens de cet homophone. Alors, la représentation d'une palette de futurs possibles permet plusieurs choses. Tout d'abord, de questionner les applications et implications plus ou moins long terme d'une transformation ou d'une innovation, qu'elle soit d'ordre technologique, social, culturel ou politique. Ensuite, elle permet de réparer, si je puis dire, une certaine panne des futurs. Donc ça, c'est une expression que l'anthropologue Nicolas Nova a utilisée dans son livre qui traite du sujet, qui s'appelle Futur avec un point d'interrogation.
Et cette réparation des pannes des imaginaires et pannes des futurs va chercher à imaginer en fait d'autres lendemains en mettant à disposition d'autres visions ou propositions qui viennent contrebalancer notre présent continu ou les futurs techno-utopistes non soutenables qui peuvent être poussés par notamment la Silicon Valley. C'est dans quelque sorte, dans une certaine mesure, une façon de réclamer d'autres futurs. Quoi qu'il en soit, que nous parlions de design fiction ou de design adversariel, les designs critiques ont tous pour vocation de susciter et de créer discussions et débats. C'est ce que Chantal Mouffe appelle le dissensus, un état de confrontation en fait, des idées. Le design critique, enfin plus exactement les designs critiques, s'emparent de ce principe de dissensus pour imaginer des productions et des formats propices à susciter du débat, de l'inconfort ou de la friction. Le rôle du designer est alors de déjouer les situations de consensus qu'il favorise en fait habituellement dans des démarches de design affirmatif pour faire émerger des argumentaires pluriels autour de sujets de société qui font débat. Le design du débat, donc ça c'est un concept qui a été développé par Max Molon en particulier dans sa thèse qui s'appelle Design for Debate. Et donc le design du débat, c'est un enjeu clé des designers critiques qui guide et oriente en théorie la façon dont les artefacts critiques seront pensés et produits. Le design critique peut, dans un certain sens, se rapprocher de la médiation si on le voit comme un acte de communication des enjeux. Parce qu'il permet de reformuler et diffuser des critiques, il propose une médiation des controverses existantes et à venir, comme par exemple en représentant les angles morts et les tabous d'une politique publique, les mythes et les croyances qui conditionnent une innovation, ou bien en représentant les impacts actuels et émergents d'une technologie. En fait, c'est clairement en donnant une forme à la controverse que ces approches de design permettent de former l'esprit critique et viennent nourrir le débat public. Alors maintenant que j'ai fait un tour d'horizon des designs critiques, j'aimerais présenter et discuter plusieurs projets de design fiction ou de design spéculatif et montrer de quelle façon ils permettent d'aborder la complexité technologique pour une diversité de publics tout en soulignant certaines des limites de la pratique. Alors, je vais commencer avec ce projet de James Auger et Jimmy Loiseau qui s'appelle The Real Prediction Machine et qui donne à voir cet objet en forme de cône, qui est un objet censé pouvoir prédire diverses choses, comme par exemple le risque de dispute au sein d'un couple. Alors, cet objet qui est spéculatif, hein, je tiens à le repréciser, est basé sur des technologies prédictives type machine learning et va baser ses prédictions sur un ensemble de données collectées au sein du foyer, mais aussi sur le web. Alors, la spéculation en tant que telle n'est pas nécessairement très éloignée de la réalité. De souvenir, c'est un projet qui a été réalisé en 2015. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la construction de l'artefact qui a offert en fait un espace d'échange original entre designers et scientifiques. En fait, le fait de voir la technologie sur laquelle il travaillait dans un laboratoire matérialisée dans un contexte domestique, ainsi que au travers des questions parfois ingénues des designers, ça les a amenés en fait à porter un regard différent et autre sur leur sujet de recherche et aussi ça les a amenés à envisager d'autres façons de développer ou d'imaginer la façon de construire en fait leur technologie. En l'occurrence, ici, c'était sur la façon de collecter, par exemple, les données, de les utiliser pour faire fonctionner les algorithmes, de repenser, par exemple, le modèle algorithmique en tant que tel, etc.
En fait, on voit ici qu'un projet spéculatif peut permettre d'influencer un tant soit peu la trajectoire du développement des technologies en cours d'élaboration dans les laboratoires, si je puis dire, de recherche. Et cela en faisant prendre conscience au sein des équipes de chercheurs de certains enjeux éthiques, sociaux ou culturels qu'une technologie peut avoir. Euh, et peut avoir notamment si implémentée ou déployée dans des contextes que les scientifiques en fait n'imaginent pas, qu'on pourrait presque qualifier de détournement d'usage. Alors néanmoins, malgré cette qualité de ce travail, euh, en fait, on peut considérer que ça a été assez efficace pour générer une discussion au niveau du cercle de l'équipe, presque de l'équipe projet et des scientifiques qui étaient là. Par contre, il n'y a pas forcément eu un travail fort fait sur la réception plus large de l'artefact. En quelque sorte, si je me permets, il a été un peu victime d'un phénomène assez critiqué au niveau du design spéculatif, c'est-à-dire qu'il s'est, une fois qu'il a été terminé, il a été enfermé, si je puis dire, dans un musée. Alors cette malédiction du design spéculatif, le terme est peut-être un peu fort, hein, soyons honnêtes, mais elle vient, si je puis dire, des premières heures de la discipline. Alors en fait, très rapidement, quand la pratique du design spéculatif s'est un peu démocratisée au travers du programme de Design Interaction du Royal College of Art, il y a deux critiques en fait qui ont été formulées assez rapidement. La première, c'est d'être une pratique produisant des objets à l'esthétique quelque peu abscons et assez difficiles à comprendre ou à discerner. Et la deuxième, c'est que au final, tout ce qui était produit au travers de cette approche finissait dans des musées et des galeries d'art ou de design, euh, qui sont des lieux où la question de l'engagement avec le public se pose. Parce qu'on est presque, enfin, on est dans une certaine mesure sur des modèles assez descendants envers les personnes qui viennent au musée, et qui plus est, qui peuvent avoir une tendance à ne pas proposer ou ne pas permettre à un public diversifié en fait de venir et d'être confronté aux artefacts spéculatifs. Alors pour remettre peut-être un peu de contexte par rapport à cet enfermement presque, je vais dire quasi systématique dans des musées, ce qu'il faut voir, c'est que quand la discipline, quand la filière Design Interaction s'est créée au Royal College of Art, clairement c'était quelque chose d'assez marginal et qui peinait en fait à se faire reconnaître au sein de ce milieu académique, notamment par rapport aux autres filières de design qui étaient enseignées, qui étaient par exemple le design industriel, le design produit, etc. Donc dans ce contexte, en fait, euh, la discipline a connu en fait sa renommée au travers de l'intérêt des conservateurs de musées et des journalistes, ce qui a permis en fait de légitimer la pratique, mais au final l'a aussi un peu enfermé dans le modèle de la galerie, qui est aussi dans une certaine mesure dans un modèle esthétique assez particulier. Donc vous voyez quelques exemples là sur ce slide. Alors cette esthétique qu'on peut appeler l'esthétique RCA, elle a été reprise, donc qui a été forcément développée hein, là-bas au travers du programme Design Interactions. C'est une esthétique en fait qui a été reprise dans de nombreux projets de par l'Europe, tout du moins, et a pour particularité en fait d'utiliser des codes très lisses et parfois un peu abstraits sur les objets spéculatifs. Alors, il y avait une volonté hein, derrière ça, c'était de signifier clairement la nature spéculative de l'objet, qui est une raison qui est tout à fait valable. Après, là où on peut un peu se questionner, c'est quand l'objet devient incompréhensible à première vue pour le public avec lequel il est censé être confronté. Il y a peut-être un peu un problème à ce niveau-là. Euh,
En fait, si je formule ça autrement, c'est que typiquement les objets enfin, certains objets de design spéculatif, en fait, leur sens peut être particulièrement dur à comprendre a priori, notamment si on n'est pas un initié de la pratique. Alors qu'en théorie, c'est une démarche qui est censée un peu agir sous une forme de médiation des problèmes sociétaux. Et quand on a cet aspect ou ce prisme en tête, on pourrait dire que l'intelligibilité du discours et de la forme plastique de la production de design doit être au rendez-vous pour parler à un large public, ou tout du moins au public concerné par ce qui est dénoncé entre guillemets par l'artefact spéculatif. Et c'est pas nécessairement un public de designers. Ça peut être un certain nombre d'autres personnes. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de scientifiques. Les scientifiques n'ont pas forcément, en fait, ne connaissent pas forcément les codes du design, etc. Et en fait, concrètement, ce qu'on peut observer dans les musées, etc., c'est qu'un certain nombre d'objets spéculatifs, si on n'a pas un cartel explicatif à côté, c'est impossible de comprendre l'objet et les questions qu'il amène, ce qui est un peu dommage. Et clairement, on a une ambivalence entre le discours qui vise à créer un débat public et l'aspect, au final, assez élitiste des productions. Et on pourrait presque, j'ai amené la critique à poser la question de la part du design lorsque l'objet manque d'affordance et d'accessibilité, à tel point qu'il doit être traduit par des mots. Alors par ailleurs, en fait, l'espace du musée va aussi amener un dilemme qui est celui du white cube, euh, qui interroge un peu cette possible prétention à toucher un public large et diversifié, alors qu'on le présente exclusivement dans un espace, bon, là en l'occurrence musée ou galerie, qui n'est pas forcément ouvert ou accessible à tous pour tout un tas de raisons. Et lorsque des designers critiques font le choix de cette visibilité restreinte en ne montrant ou en ne montrant leur projet qu'au travers de ces espaces-là, ça démontre un certain oubli ou un désintérêt pour la mise en discussion de la production auprès notamment des publics qui sont ou seraient réellement impactés par l'objet et sa critique. Un autre point aussi autour enfin, un point de tension, si je puis dire, au niveau de la relation entre le visiteur d'un musée et l'artefact critique dans le contexte d'un musée, c'est que au final, cette configuration-là va avoir tendance en fait à cantonner au rôle de spectateur la personne qui visite l'exposition. En fait, il va voir sa capacité d'expression et d'action assez drastiquement limitée, car aucun effort n'a été fait pour créer un espace de confrontation face à la production qui permettrait en fait l'expression des opinions de la personne et l'échange d'idées avec d'autres personnes. Quand on est dans un musée, généralement, c'est pas quelque chose qu'on a souvent l'opportunité de faire. On est souvent seul face à la production de design ou d'art. Alors, on pourrait rétorquer que rien n'empêche effectivement que l'audience de réfléchir et que c'est bien là l'essentiel, c'est-à-dire que tout à fait, quand on est seul face à son artefact, on est tout à fait normalement, enfin, on peut y réfléchir tout seul, mais c'est pas forcément un argument suffisant lorsqu'on a comme ambition celle des designs critiques, qui est vraiment de nourrir des débats de société. Alors, en réponse à une partie de ces critiques, il y a des pratiques ou des projets spécifiques qui se sont développés en essayant de faire un peu bouger les lignes, notamment en réfléchissant à la place de l'audience face à l'artefact et aussi en réfléchissant aux manières dont cette audience peut se saisir du projet pour en bénéficier, l'enrichir ou le faire vivre.
Alors, ces travaux ont par exemple tenté d'inclure des publics dans la construction des design fiction, mais aussi ont cherché à travailler l'espace de réception des artefacts qui ont été créés via cette approche, soit en reprenant les codes de l'exposition et en la rendant un peu plus participative, soit en sortant totalement du cadre du musée. Par exemple, un projet mené au sein du studio Design Friction, c'est Utop Dystop IA, pardon, pas forcément très simple à prononcer, je vous avoue, qui est un projet qui a été mené en partenariat avec Stereolux. Et c'est un projet en fait où on a cherché à critiquer ou à faire une critique un peu de l'intelligence artificielle. Et cette critique, fondamentalement, elle a été formulée par les participants à l'atelier qu'on avait organisé. Et quand même pour aider, j'allais dire, un peu les participants à créer leur propre critique de l'intelligence artificielle, on a conçu ce qu'on pourrait appeler un kit de spéculation spécialement pour l'occasion. Dans ce kit, on avait plusieurs prismes par lesquels voir ou considérer cette technologie. Donc par exemple, on avait un prisme qui était sur l'intelligence émotionnelle, qui allait supplanter cette notion d'intelligence artificielle, et on proposait en fait quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce que ça signifie de réfléchir à l'intelligence émotionnelle, etc. etc. Et par ailleurs, on avait aussi fourni tout un ensemble de signaux faibles au travers d'une présentation pour donner un peu à voir on va dire ce qui se passe actuellement et donner en fait des pistes à partir desquelles construire des futurs possibles ou probables ou plausibles. Alors les participants ont fait ce travail sur une journée, si je me souviens bien. Et l'ensemble des projets qu'ils ont, enfin des artefacts de design fiction qu'ils ont produits, ont été ensuite exposés sur une après-midi. Et en fait, pendant cette exposition, on est parti du principe qu'il ne fallait pas faire quelque chose de passif, comme ce qu'on pourrait voir dans des expositions peut-être plus classiques, mais on est parti en fait sur la logique de visite guidée, où globalement en fait on présentait les différents projets aux personnes qui venaient là et qui venaient visiter. Et dans un deuxième temps, une fois que cette présentation était faite, il y avait une phase de débat qui était également animée, et on leur proposait ensuite de se réapproprier ces design fiction en les revisitant et tout simplement en proposant soit des extensions, soit des contre-propositions aux artefacts, etc., etc. Et en fait, ça permettait un peu d'enrichir le socle de design fiction qui avait été pensé initialement. Un autre projet qui est un peu dans la même veine, c'est celui de l'Extrapolation Factory, qui s'appelle 99 Sense Futures, qui est en fait en termes de production des artefacts spéculatifs et des design fiction, le process est très similaire à ce qui a pu être mis en place précédemment, c'est-à-dire que le studio en fait a fourni un ensemble de ressources aux participants de l'atelier, et en fait c'est vraiment les participants, à partir de cet ensemble d'éléments qui leur ont été fournis, qui ont construit leurs propres artefacts de design fiction pour traduire la façon dont eux voyaient le monde évoluer potentiellement. Alors là où les choses sont un peu radicalement différentes, c'est le mode de diffusion qui a été utilisé. En fait, ce que le studio a fait, c'est d'incorporer les design fiction aux marchandises, quant à elles vraiment réelles, d'un store américain. Et en fait, ces design fiction pouvaient être achetés pour 99 centimes, hein, très exactement. Et pourquoi est-ce que The Extrapolation Factory a décidé en fait, pas d'exposer, mais de mettre les design fiction dans ce contexte? La raison qu'ils donnent est assez intéressante, c'est-à-dire que
L'espace d'un magasin, c'est un espace où on y est en tant que consommateur justement et où on est dans une optique d'évaluation en fait des produits qui sont face à nous. Et c'est une attitude en fait qui est assez ancrée, qui est assez intuitive et le fait de mettre, les produits, enfin les produits, les objets, spéculatifs dans cet environnement, rend l'évaluation en fait de la proposition très naturelle et très rapide. Et c'est assez, enfin, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait de s'appuyer un peu sur ce sur quoi on est un peu conditionné dans notre société de consommation et réussir à le manipuler pour faire réfléchir en fait des gens à des futurs possibles et probables. Et des futurs en fait, des sortes de bouts de futur qu'on peut ramener chez soi parce qu'on pouvait vraiment les acheter pour 99 centimes. Ce qui est assez, je trouve que l'idée, la logique derrière ce projet et le mode d'exposition des artefacts est vraiment intéressant. Alors ces deux projets, bien qu'ils sortent des musées et viennent un peu questionner le format traditionnel de l'exposition, peuvent néanmoins paraître un peu anecdotiques concernant le débat généré qui semble rester au niveau de l'individu ou bien d'un cercle proche ou d'un cercle assez restreint en fait de personnes. Et comme l'une des ambitions du design fiction, du design spéculatif, c'est de susciter un débat et de dessiner des horizons préférables pour la société, on peut se demander si ces approches-là sont vraiment suffisantes. On touche un peu ici une question qui est régulièrement posée au design fiction, c'est qu'est-ce qu'il fait concrètement et comment de la fiction, spéculation ou critique par le design passer à l'action, que celle-ci en fait se matérialise par une autre approche de design ou quelque chose d'autre. En soi, on a de plus en plus des versions ou des approches un peu plus appliquées du design fiction, notamment en partenariat avec des cellules de prospective d'entités publiques ou privées d'ailleurs. Et je vais vous présenter deux projets justement qui s'ancrent dans ce type de démarche, qui visent clairement en fait à rendre la fiction concrète, enfin concrète, pas forcément concrète, mais tout du moins faire en sorte qu'elle ait un impact concret sur le présent. Alors ici, vous avez un projet de Near Future Laboratory qui est une carte qui représente, on va dire, le Genève sous voiture autonome, pardon. C'est-à-dire que cette carte est censée représenter les différentes voies qui seraient empruntables par des véhicules autonomes. Ici, donc ça c'était un projet qui avait été fait en collaboration avec le département de la mobilité du canton de Genève, qui s'interroge justement sur les politiques urbaines qu'elle devrait mettre en place par rapport à cette nouvelle technologie qui est censée arriver dans nos villes. Alors ici, il y a plusieurs choses à regarder. Tout d'abord, pourquoi avoir fait une carte? Tout simplement parce que c'est un objet facilement compréhensible par un nombre de personnes assez important. Tout le monde a sans doute vu une carte dans sa vie. Et c'est aussi un bon moyen en fait de représenter comment humain, technologie et nature évoluent en fait ou coévoluent plus exactement. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette fiction, dans cette design fiction, en fait, c'est tout le travail autour de la légende, qui représente en fait des formes d'utilisation ou d'usage de l'espace urbain par le prisme en fait de la circulation. Donc on va a priori avoir des voies qui vont être réservées plutôt aux voitures autonomes, tandis que d'autres vont être des espaces de circulation mixte, et encore d'autres qui vont être totalement interdites, par exemple aux voitures autonomes. En plus du travail autour de la carte, il y a différents éléments autour qui donnent un contexte ou qui dessinent un contexte un peu plus général autour de l'objet.
Par exemple, il y a des informations sur un prochain vote fédéral sur ce sujet-là, une offre d'emploi, des explications sur le fonctionnement d'un véhicule autonome, etc. etc. C'est une design fiction qui a été déployée dans plusieurs contextes, donc dans un événement qui était dédié au futur de la ville qui est de Genève, et aussi au travers de conférences et d'ateliers qui adressaient cette problématique du véhicule autonome sous différentes facettes, un peu plus spécifiques. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux éléments en particulier qui sont ressortis des échanges avec la diversité en fait, de personnes qui ont été engagées avec la design fiction. La première, c'est vraiment en lien avec l'évolution de la circulation urbaine par rapport à ce nouveau type de véhicule et aussi l'acceptabilité des propositions de réaménagement par exemple ou de renormalisation d'usage pour certaines rues. Donc typiquement la question de la cohabitation parfois entre piétons et véhicules autonomes pouvait poser question, comme l'interdiction en fait de piétons dans certaines zones, ça aussi ça pouvait poser question. Un autre élément qui est ressorti de ce débat, c'était celle de l'énergie, qui est nécessaire en fait pour soutenir toute l'infrastructure de cette technologie, qui a priori on est quand même sur des besoins énergétiques importants et la question se pose de est-ce que c'est vraiment pertinent de déployer cette technologie en fait, et si on le souhaite, dans quel cas d'usage plus précis. Et tous ces éléments du débat ont été pris en compte pour les futures politiques d'aménagement urbain par le canton de Genève, notamment en lien avec les véhicules autonomes. Un second projet qui là aussi essaye de donner une dimension plus réelle, ou donner un impact réel à des projets de design fiction, c'est un projet qui s'appelle Les règles du jeu de la rue connectée. Et en fait, les design fiction ici sont un peu à voir comme des crash tests de préconisations citoyennes formulées dans le cadre d'un atelier citoyen qui vise toujours d'ailleurs à encadrer le déploiement d'expérimentations de nouvelles technologies dans l'espace public de l'île de Nantes. Alors concrètement, qu'est-ce que le déploiement d'une nouvelle technologie dans un espace public? Ça peut par exemple correspondre au déploiement de lampadaires intelligents dans une rue qui s'allumeraient au passage d'une personne et s'éteindraient une fois que celle-ci serait partie. Alors ici, le travail de design a commencé à partir des préconisations des citoyens, où globalement en fait ces préconisations ont été transformées en design fiction pour les mettre en scène enfin les mettre en scène au travers de différentes expérimentations qui pourraient se développer dans 5 ans par exemple, et qui viendraient en fait questionner petit 1 la faisabilité en fait de ces préconisations, mais aussi leurs angles morts et tout ce que un peu toutes les failles qui pourraient exister dans celle-ci. Alors ce que vous voyez là en particulier, c'était la question du recueil du consentement dans l'espace public qui était abordée, qui peut être particulièrement délicate à retenir en fait quand on se promène dans une rue. Alors il y a des solutions qui essayent d'émerger mais qui sont pas forcément toujours très satisfaisantes. Et ici en fait un chemin un peu radical qui a été envisagé, c'est de dire que si une personne ne voulait pas avoir ses données ou être traitée en fait par un système automatique ou automatisé, elle devrait utiliser en fait d'autres chemins qui ne seraient pas soumis en fait à cette technologie. Et donc on a cette carte de chemins alternatifs à la rue connectée qui sont représentés là. Assez clairement, ce travail, c'était là pour questionner en fait les citoyens et la charte qu'ils avaient produite, en montrant tous les points de friction plus ou moins spécifiques qui n'étaient pas forcément clairement identifiés ou établis dans le document. Donc les design fictions ont été mises en débat auprès des citoyens au travers d'un atelier.
tous leurs arguments ont été collectés et bien entendu, après, en fait, les citoyens, enrichis, si je puis dire, de toute la discussion, etc., ont amendé les préconisations pour essayer de combler un peu les failles et de rendre l'ensemble plus complet et robuste surtout. En parallèle du travail des citoyens, au niveau du studio, en collaboration avec le cabinet Chronos, il y a d'autres préconisations qui ont été formulées, qui étaient complémentaires à celles déjà proposées par les citoyens, pour venir un peu, j'allais dire, boucher les trous dans la raquette et vraiment essayer de répondre à des angles morts très spécifiques qui avaient été justement trouvés et pointé du doigt pendant le moment d'échange en fait sur les design fiction. Cette charte citoyenne, c'est pas juste quelque chose qui a été fait comme ça. Elle a été ensuite relue par des élus notamment, qui ont apporté en fait des réponses pour chacune des préconisations, surtout par rapport à la faisabilité. Et ces mêmes élus en fait se sont engagés à faire respecter cette charte pour tous les porteurs de projets qui souhaiteraient implémenter en fait de nouvelles technologies dans les rues de Nantes. Alors on peut voir une certaine ambiguïté en vue des origines du design critique à s'écarter des contraintes économiques et à celles du marché, à faire du design fiction appliqué. La question qui se pose, c'est de savoir s'il est possible de formuler une critique en travaillant dans un carcan ou un contexte marchand. Alors, tout d'abord, on peut effectivement s'interroger sur la capacité du design à adresser des critiques et à proposer des alternatives radicales qui soient en divergence frontale avec les intérêts d'un client. Que ce soit par autocensure d'entrée de jeu ou par une atténuation progressive de la critique au fil du projet, en fait, quand on rentre dans une relation prestataire-client, le projet ou la critique va très rapidement se heurter à des jeux de négociation et de pouvoir. En parallèle, il y a aussi une question qui se pose sur le prisme initial des sujets explorés, qui sont souvent dictés par la pratique commerciale et les intérêts en fait du client ou du partenaire. Le projet de design fiction et design critique en fait va vraiment s'ancrer dans des orientations qui sont déjà prises. Du coup, c'est des orientations en fait qui parfois rendent difficile de réfléchir à des perspectives qui vont dépasser la notion de perspective centrée utilisateur ou centrée client, au profit par exemple de projections plus radicales pour les plus qu'humains. Ou bien pour tous les humains qui ne sont pas ni utilisateurs ni clients, par exemple, de l'entreprise. Il y a peut-être un autre problème plus insidieux pour lequel les design fiction un peu appliqués peuvent être victimes, c'est un peu le syndrome du rapport remis sur étagère. Où en fait on a beaucoup de projets de design spéculatif qui sont réalisés avec des entreprises ou bien même des pouvoirs publics qui vont être relégués à des explorations un peu annexes, voire dans le pire des cas des exercices de team building, donc c'est toujours assez frustrant. Et parfois, en fait, ce type d'approche peut peiner à faire évoluer l'action de ces entreprises ou de ces entités publiques vis-à-vis des questions et des pratiques un peu plus fondamentales ou radicales qui les concernent en premier lieu, comme par exemple la contribution aux crises sociales et environnementales. Dans sa forme la plus cynique, la mobilisation du design critique par certains acteurs économiques peut être un peu lue comme une forme de ethic washing, ou ethical washing. En fait, en faisant valoir un intérêt pour des questions éthiques et sociétales, mais sans jamais vraiment s'engager derrière. Le projet de design critique ou de design fiction devient plus une affiche éthique plutôt qu'autre chose.
Alors j'aimerais bien, boucler la boucle, si je puis dire, de cette présentation en revenant justement, au design spéculatif et au design fiction dans le milieu scolaire ou universitaire, en faisant un très rapide retour d'expérience, sur, l'enseignement de la démarche de design fiction auprès d'étudiants en design, et d'étudiants. Alors, de mon expérience, j'ai eu l'occasion de mener un certain nombre d'ateliers auprès d'étudiants, en France et un peu, dans d'autres pays, d'Europe, notamment la Croatie. Et je pense que ce qui est, peut-être le plus frappant, c'est que, lorsqu'on présente le design fiction aux étudiants, il y a généralement deux réactions. Soit, des personnes sont très, très enthousiasmées, par la démarche et enfin, j'allais dire, trouvent ça fun, en fait, comme approche et très rafraîchissant par rapport à ce qu'ils peuvent faire, habituellement. Soit, j'allais dire à l'extrême inverse, on va avoir des personnes qui, sont très sceptiques sur la démarche et qui comprennent pas trop, l'intérêt du design fiction ou, ce qu'ils sont censés faire et produire. Ce blocage, à mon sens, il s'explique vraiment par le fait que les étudiants en design sont, formés à répondre, à des problèmes. On a vraiment cet enseignement de, identifier des «besoins» entre guillemets, alors qu'est-ce qu'un besoin, et cetera, et cetera, et à y répondre, quitte à parfois aller trouver des besoins, enfin c'est pas ça me paraît ça paraîtrait pas forcément, crucial ou essentiel comme problématique à aller, à travailler en fait, tout simplement. Du coup, le fait qu'il y ait un peu cette façon, d'apprendre en fait, à faire du design fait que lorsqu'ils sont confrontés à des approches un peu critiques ou de design fiction, il y a un peu une marche ou un changement de mentalité à avoir qui, n'est pas forcément simple. Surtout lorsqu'on est sur des temporalités assez courtes comme celle d'une semaine, parce que les ateliers sont souvent sur une semaine. Quoi qu'il en soit, les étudiants sont généralement, bonnes pattes et jouent le jeu, ce qui est quand même, une bonne chose. Et ce qui en ressort, c'est que, alors les productions, sont de qualité plutôt, correcte, et ce qui est assez intéressant au final, c'est toutes les discussions que peuvent avoir les étudiants entre eux sur ce qu'ils sont en train de produire, avec beaucoup de questions éthiques ou de questionnements éthiques, sur, ce qu'ils peuvent faire en fait, habituellement, ce qui est assez, marrant et intéressant. Et enfin, ce que j'ai pu avoir comme retour, qui est peut-être le plus, chouette de mon point de vue, c'est, le fait que quelques mois plus tard, lorsque les étudiants en fait travaillent sur d'autres projets qui sont là pour le coup, beaucoup plus, appliqués ou applicatifs, tout ce qu'ils ont, expérimenté au travers du design fiction comme approche, comme façon de raisonner, de penser en fait un projet tout simplement, ça leur revient à l'esprit et ils arrivent en fait à le réemployer, dans un autre contexte. En fait, ça leur sert un peu à, prendre du recul sur, leur façon de faire, habituelle, ce qui est plutôt, à mon sens, très, très positif. Et ceci était ma dernière slide, je vous remercie pour votre attention.